TWA 800. Le 17 juillet 1996, il est exactement 20h31 lorsque l'avion disparaît des écrans radars. Plusieurs autres pilotes en vol dans la zone à ce moment-là s'inquiètent. Ils ont aperçu une explosion au loin et la tour de contrôle de New York lance ce dernier appel. Center TWA 800 if you hear center ident. TWA 800 if you hear center ident. TWA 800 center. I think that was him. I think so. God bless him. Tout le monde comprend dès lors que l'avion ne répond plus. Il a explosé en plein vol. 230 passagers, dont 42 Français, viennent de perdre la vie. Quelques minutes seulement après le décollage, le Boeing de la compagnie américaine, ce jour-là, prenait la direction de Paris. Très vite, plusieurs pistes vont apparaître. Un attentat, puis un accident, mais aussi la piste d'un tir de missile de l'armée américaine. Des théories, des pistes qui ne seront d'ailleurs pas totalement balayées par les conclusions de l'enquête officielle. Et c'est là le nœud de cette affaire, les silences, les vraies fausses réponses des enquêteurs qui ont laissé la place au doute, au scepticisme sur les causes réelles de l'explosion. Alors ce jour-là, parmi les passagers, il y avait notamment votre fils, Michel Breichtroff. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Votre fils avait 25 ans à l'époque. Il avait 25 ans et demain, il aura 34 ans. Il faisait partie de l'équipe de France olympique de hockey sur glace. Il étudiait à Harvard. Vous êtes très vite rendu sur place à New York. Oui, dès le moment où la TWA est rentrée en contact avec nous, au bout d'une douzaine d'heures, on s'est senti très, très entouré, très supporté. Et la compagnie a tout de suite organisé un déplacement des familles aux États-Unis. On a été rassemblés avec d'autres familles, complètement isolés de la presse, mais rassemblés dans un grand hôtel au bord de Kennedy. Et à partir de là, on a assisté à ce début d'enquête qui fait l'objet de votre émission d'aujourd'hui et qui, dès le départ, me semblait particulièrement trouble. Alors si vous êtes ici ce soir, plus de 8 ans après la catastrophe, c'est parce que vous continuez à vous battre, tout simplement parce que vous ne croyez pas à la thèse retenue par les autorités américaines, en tout cas à cette thèse de l'accident? Oui, tout à fait. Non seulement je n'y crois pas, mais je détiens les preuves que nous essayons d'obtenir aujourd'hui d'organismes comme la CIA ou le FBI, les preuves que les victimes de cet accident ne sont pas victimes d'un accident. Est-ce que ce doute qu'on entend dans vos propos, en tout cas les questions que vous vous posez, ne vous empêche pas effectivement de faire votre deuil? Bien évidemment. Mais vous savez, faire le deuil, je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis quelques années. Faire le deuil dans ce type de catastrophe, on ne peut jamais le faire. Que ce soit la perte d'un enfant, la perte de quelqu'un d'une famille, on ne fait pas le deuil. Ce n'est pas les explications. Ce qui m'apaiserait, c'est de savoir que les responsables de tout ça, qui sont probablement des politiciens, aient le courage de reconnaître ce qui s'est passé. Alors on va voir ça avec vous. Et avec nous également ce soir, Christina Borgenson, bonsoir. Vous êtes en duplex depuis New York. Vous êtes l'une des journalistes américaines qui a le plus enquêté sur ce crash. Est-ce qu'à vos yeux, cette affaire est définitivement close du côté américain tout d'abord? Malheureusement, c'est déjà une histoire qui est presque oubliée, mais non, pour beaucoup de personnes, c'est pas close. En fait, je peux dire que récemment, j'ai parlé à un des chefs enquêteurs pour le National Transportation Safety Board, et l'organisme du gouvernement chargé de faire l'enquête pour ça. Et il m'a dit des choses vraiment spectaculaires. Peut-être quand il prend sa retraite, il en parlera publiquement. Ben, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a le plus troublé dans cette enquête? Les fausses pistes ou l'absence de réponse claire des enquêteurs? Les mensonges des enquêteurs et des représentants du gouvernement. Pourtant, on ne peut pas dire que l'administration américaine n'a pas mis les moyens pour tenter de faire toute la lumière sur cette catastrophe. 4 années d'enquête, 35 millions de dollars dépensés, 7000 interrogatoires. L'absence de certitude dans cette affaire est-elle l'unique raison, en tout cas, des doutes des uns et des autres? C'est ce qu'on va voir. On va vous retrouver juste après notre enquête. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette terrible catastrophe du vol TWA 800, du vol New York-Paris.
Que s'est-il donc passé ce jour-là dans les minutes qui ont précédé l'explosion? Comment l'enquête du FBI a-t-elle été menée? Attentat, tir de missile, défaillance technique. Nous avons repris point par point les éléments de cette énigme. L'enquête est signée Pierre-Emmanuel Luneau-d'Aurignac, Fabrice Launay et Françoise Lannoy. Mercredi 17 juillet 1996. 11 minutes seulement après avoir décollé de l'aéroport de New York, un Boeing 747 explose en plein vol. J'ai vu une explosion. C'était une gigantesque boule de feu. Pour nous, c'était très clair. Tous ces gens étaient morts. La catastrophe fait 230 morts. Il n'y a aucun survivant. Après plusieurs années d'enquête, la thèse officielle est formelle. L'avion a été victime d'une défaillance technique. Pourtant, aujourd'hui encore, plusieurs zones d'ombre planent sur les causes exactes de cette catastrophe. Ça ressemblait à un attentat. Ça sentait l'attentat. On parle tout de suite d'un attentat. La marine menait des exercices militaires au large de Long Island. La jauge de carburant ne fonctionnait pas bien. Secret d'actualité vous raconte l'une des catastrophes aériennes les plus mystérieuses de ces dernières années. New York, 17 juillet 1996, 16h30. Un Boeing 747 de la TWA se pose sur la piste de l'aéroport Kennedy. L'avion rejoint le terminal 5 pour débarquer ses passagers. 2h30 plus tard, l'appareil doit redécoller. Destination, Paris. Numéro de vol, TWA 800. Rien ne laisse alors présager de la catastrophe, car c'est l'un des meilleurs équipages de toute la compagnie qui s'installe aux commandes. Il y a un élève mécanicien qui est supervisé par un ancien pilote. Il y a l'un de leurs plus anciens pilotes qui lui-même supervise un autre pilote. Ils étaient 5 dans le poste de pilotage. Il n'y a pas de possibilité de rater un step, il n'y a pas de possibilité de ne pas voir quelque chose, parce que là, il y a 5 perdus quand même. Les membres de l'équipage sont tous expérimentés. Le commandant de bord, Steven Snyder, 58 ans, est même particulièrement réputé. Steven Snyder avait l'habitude d'emporter chez lui les relevés de carburant pour les étudier pendant son temps libre. Steven Snyder et son équipage commencent alors les vérifications d'usage avant le décollage. 17h30. À Londres, cette même après-midi, un fax inquiétant parvient au quotidien en langue arabe Al-Hayat. Le message annonce une action terroriste imminente contre les États-Unis. Vous serez tous surpris de la réponse, du lieu et de l'heure. Ce sera demain matin et ce jour viendra bientôt. La menace est signée du mouvement pour le changement islamiste. 18h. À New York, à l'aéroport Kennedy, les vérifications de routine sur le 747 sont presque terminées quand l'équipage remarque un détail inhabituel. On remarque alors que la jauge de kérosène ne fonctionne pas très bien. Mais c'est juste noté, et ça n'empêche pas l'avion de décoller. Donc c'est un avion, ça, qui a été déclaré bon par la mécanique au sol et qui a été déclaré bon par le mécanicien prenant. C'est-à-dire que l'avion qui a été mis en ligne était vraiment OK au décollage. Il n'y avait pas de problème. Les passagers sont alors invités à embarquer. Le 747 peut transporter plus de 400 personnes, mais ce jour-là, ils ne sont que 212 à prendre place dans l'appareil.
C'est un vol du mercredi soir. Ce n'est pas comme un vol de week-end quand les gens partent en vacances. L'avion n'est qu'à moitié plein. Parmi les passagers ce soir-là, une quarantaine de Français. Il y a Rodolphe Mérieux, un des héritiers des laboratoires pharmaceutiques. Le guitariste Marcel Dady, mais aussi un jeune sportif de 25 ans, Michel Brestroff. Étudiant à Harvard, il est aussi l'un des joueurs les plus prometteurs de l'équipe de France de hockey sur glace. Il était parti aux États-Unis pour voir ses copains d'université de Harvard. C'est pour ça qu'il était dans cet avion. Les passagers sont maintenant installés et l'équipage prêt pour la mise en route. Quand un problème apparaît, le propriétaire d'un bagage mis en soute n'aurait pas embarqué. La règle est simple, c'est une règle internationale. Si le passager n'est pas à bord, on doit faire une reconnaissance bagage. C'est-à-dire que chaque passager doit reconnaître son propre bagage. Et là, ça prend 2 heures à peu près. Mais il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Après 40 minutes de recherche, le passager est retrouvé. Il était bien à bord. Le Boeing 747 rejoint alors la piste de décollage et prend son envol. Il est 20h19. C'est un décollage normal. Le temps est clair. Nous sommes en début de soirée. Il y a encore beaucoup de lumière. Et il y a beaucoup d'enfants sur ce vol. Alors ils regardent par le hublot et ils voient New York et l'Atlantique. Le vol jusqu'à Paris doit en principe durer 7h30. 20h21. À 100 km de New York, à Long Island, sur une base des gardes-côtes, un hélicoptère vient de décoller. Aux commandes, un vétéran du Vietnam, Fred Meyer. Je fais partie de l'unité aérienne des gardes-côtes. Et pour m'entraîner, j'ai l'habitude de faire des vols 1 ou 2 fois par semaine. L'hélicoptère doit survoler l'Atlantique pendant 1 heure, avant de rejoindre Long Island. 20h23. Dans la cabine de pilotage, Steven Snyder, le commandant de bord, suit pas à pas la procédure de montée en altitude. C'est ce que plus tard, l'enquête va démontrer. Il n'y avait pas d'inquiétude, on ne sentait pas de stress, il n'y avait pas eu d'alarme, il n'y a rien eu. Donc c'était un vol tout à fait standard. Il n'y a pas de bavardage. Ils ne sont pas en train de se dire « Tu as regardé le match ? Tu as passé une bonne soirée ?» Il n'y a aucune conversation qui ne soit pas directement en rapport avec le vol. Le 747 entame alors le survol de l'Atlantique. 20h25. Les passagers l'ignorent, mais 3000 mètres plus bas, plusieurs bâtiments de la marine américaine croisent à la surface de l'océan. On sait que la zone de New York et de Washington, c'est des zones d'essai de l'armée. Parmi les navires présents ce soir-là, un lance-missile, l'USS Normandie. 20h26. Depuis la tour de contrôle, les aiguilleurs du ciel surveillent l'ascension du Boeing. Aucune anomalie n'est signalée. Lifeguard 800 heavy, 8,200 climbing 11,000. Speedway 800, Boston Center, Roger, climb maintain 13,000. C'est la dernière communication avec le Boeing. À ce moment précis, il est 20h31 et 9 secondes. J'étais en train de scruter le ciel, un peu sur ma gauche, un peu en bas, et là tout d'un coup j'ai vu une explosion. Tout d'un coup, un énorme trou apparaît dans l'avion. Aussitôt, la tour de contrôle est submergée d'appels. Explosion up ahead of us here, somewhere about 16,000 feet or something like that. It just went down for the water.
The 9 o'clock position, sir. It looked like an explosion of some sort. Explosion 6 miles out at your 9 o'clock position. Thank you very much, sir. Contact TWA 800 Center. TWA 800 Center. Le vol 800 a disparu des écrans radars. I think that was him. I think so. Au-dessus de l'Atlantique, pourtant, le calvaire du Boeing n'est pas terminé. L'avion s'est littéralement coupé en deux. La cabine de pilotage et les premières classes tombent immédiatement dans l'océan. Le reste de la carlingue, lui, plane pendant quelques secondes avant de plonger à son tour. La force de l'air qui s'exerce sur les ailes commence à détruire l'avion. Les ailes sont pleines de kérosène. Quand elles se disloquent, le kérosène s'échappe. Le kérosène commence à s'enflammer et il se transforme en une gigantesque boule de feu. C'est une énorme explosion. Il y avait des centaines et des centaines de litres de kérosène. Fred Meyer se rend aussitôt là où le Boeing a plongé dans l'océan. J'ai vu des morceaux enflammés tomber du ciel. Et j'ai dit à mon copilote, ralentis, parce que je ne voulais pas voler là-dessous. Ça a continué à brûler comme un lac de feu dans l'océan. On s'est approché d'une zone où on a pu compter une trentaine de corps. On est alors descendu avec l'appareil au ras de l'eau pour chercher des signes de vie. Et on s'est très vite aperçu que tous ces gens étaient déjà morts. This is CNN breaking news. It is believed that a 747 aircraft has exploded in midair about 20 miles south of New York's Long Island into the Atlantic Ocean. The U.S. Coast Guard right now is scrambling every available aircraft. Plane turned into a fireball. 228 people were killed. Le vol 800 était attendu à Charles de Gaulle aux alentours de 8h15 ce matin. En France, le soleil se lève à peine quand M. Brestroff allume sa télévision. Et j'ai vu une mer de flammes. Et j'ai dit à ma femme, c'était l'avion de Michel. Mais je ne croyais pas. Et dans la demi-heure qui a suivi, il y a nos filles qui ont dit on doit venir à la maison, sans nous dire quoi. Quel était le sujet. Et quand elles sont arrivées, j'avais vite compris. À Roissy, là où devait atterrir l'avion, les familles qui attendent encore l'arrivée de leurs proches ne gardent pas espoir très longtemps. Sur les 230 passagers du Boeing, il n'y a aucun survivant. Le lendemain, au large de Long Island, des dizaines de bateaux commencent à récupérer les restes de la carlingue et les corps des victimes. On ne peut pas s'approcher, on ne peut rien voir, on ne peut rien sentir, et pourtant c'était à 15 km de nous. Tout de suite, la zone a été bloquée. Tout de suite, le FBI, les policiers ont contrôlé, ont empêché que des embarcations se rendent sur les lieux. On s'est tout de suite retrouvés sur la terre. On a le sentiment d'être loin de la réalité des faits, des informations qu'on allait devoir obtenir. Un homme, en effet, va totalement verrouiller l'information. Le voici. C'est le patron du FBI de New York, Jim Karlstrom. S'il prend immédiatement la direction des opérations, c'est qu'au lendemain du drame, les autorités américaines suivent déjà une piste criminelle.
Quelques jours après le drame, la décision est prise de reconstituer pièce par pièce la totalité du Boeing. Dans un hangar de Long Island, commence alors un travail de fourmi. Mais pour Jim Kallstrom, le patron du FBI, la solution de l'énigme semble déjà toute trouvée. Les 747 n'explosent pas comme ça en une gigantesque boule de feu. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Je me souviens avoir interviewé Jim Kallstrom et avoir constaté à quel point il était convaincu que c'était un acte de guerre. Tout d'un coup, il y a Kallstrom qui dit ça prendra le temps qu'il faudra, mais nous retrouverons ces lâches. Les lâches qui ont fait ça. À ce moment-là, c'est du devoir du FBI de considérer que ça pouvait être une action terroriste. En ce mois de juillet 1996, tout laisse à penser que les États-Unis font une cible de choix pour les terroristes. Le pays s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques à Atlanta, un événement d'ampleur internationale. L'état d'alerte est au maximum. Il existait des menaces contre les Jeux Olympiques et contre tout le pays. Certains messages étaient envoyés en Europe à des journaux en langue arabe et d'autres messages étaient envoyés à la presse aux États-Unis. Une menace en particulier est prise très au sérieux, celle du mouvement pour le changement islamiste. 3 semaines auparavant, cette organisation commet un attentat meurtrier contre une base américaine en Arabie Saoudite. La bombe fait 19 morts et près de 400 blessés. Le jour du drame, cette même organisation annonce à un journal londonien une attaque imminente contre les États-Unis. Le lendemain, elle transmet un message de revendication à la chaîne américaine ABC. Nous étions dans un état d'alerte très élevé à cette époque. Les islamistes fondamentalistes, dont on sait maintenant qu'ils étaient liés à Al-Qaïda, nous avaient déjà attaqués à plusieurs reprises. L'hypothèse de l'attentat est d'autant plus plausible que les agents fédéraux découvrent que le dispositif de sécurité de l'aéroport Kennedy est en fait une vaste passoire. À l'époque, 1996, l'accessibilité aux avions n'était pas aussi réglementée qu'il l'est maintenant. Les failles de sécurité étaient nombreuses, notamment concernant les personnes qui travaillent dans l'avion, celles qui amènent la nourriture dans l'avion, qui changent les cassettes vidéo, ou celles qui assurent la maintenance. Il y avait des mesures de sécurité, mais de mon point de vue, elles étaient loin d'être suffisantes. Après une semaine de recherche, les boîtes noires du Boeing sont repêchées. Et leur découverte renforce encore la piste terroriste. Car que ce soit dans les relevés électroniques ou dans les enregistrements des conversations des pilotes, il n'y a aucun élément qui laisse penser à un incident technique. À peu près 11 minutes et demie après le décollage, l'enregistrement s'arrête brutalement. Les pilotes n'ont envoyé aucun SOS. Ils n'ont jamais indiqué que quoi que ce soit ne fonctionnait pas à bord de l'avion. Les discussions étaient normales entre le pilote et le copilote, et puis plus rien. Chacun des 4 canaux d'enregistrement a enregistré un son bref d'une fraction de seconde, juste avant la fin de la cassette. Ceux qui l'ont entendu disent que ça ressemble exactement à ce qui s'est passé dans l'attentat de la Paname en 1988. Tous les indices concordent. Mais il manque une preuve formelle. Le FBI intensifie alors les recherches. En un mois, plus de 500 000 morceaux du Boeing sont repêchés. Et l'analyse de l'un d'eux va bouleverser l'enquête. Les résultats sont immédiatement transmis à la Maison-Blanche. Le 23 août 1996, un collaborateur direct de Bill Clinton, Léon Panetta, annonce que des traces d'explosifs ont été trouvées dans l'appareil. Jim Kallstrom, le patron du FBI, croit enfin toucher au but. Le résultat d'une analyse scientifique menée par les experts du FBI sur l'appareil du vol TWA-800 montre la présence microscopique de traces d'explosifs d'origine inconnue. Cette substance, relevée sur des housses de siège et sur le sol, est du pentrite, un explosif couramment utilisé par les terroristes. Seulement,
un élément ne colle pas. L'intérieur de la cabine ne présente aucune trace de déflagration. Une bombe qui explose à bord d'un avion laisse des traces, quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu schématiquement, c'est comme si vous preniez un fusil de chasse avec de la chevrotine et vous tiriez sur une paroi. Donc c'est criblé, voilà, ça donne ce genre de marque. Donc c'est très, très reconnaissable. Nous avions trouvé pratiquement toutes les pièces autour de cet endroit. Les sièges, les coffres à bagages, presque tout. Et nulle part il n'y avait de traces d'explosion, donc ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui encore, la présence de ces traces d'explosifs reste un mystère. Et ce mystère va alimenter une incroyable hypothèse qui circule alors au sein même du pouvoir américain. Automne 1996. Alors que l'enquête piétine, une thèse embarrassante commence à circuler dans les coulisses du pouvoir. Et une personnalité de premier plan va lui donner un écho retentissant. L'homme s'appelle Pierre Salinger et c'est un habitué de la Maison-Blanche. Dans les années 60, en effet, il était un collaborateur direct du président Kennedy. C'est quelqu'un qui connaît absolument toutes les arcanes du système de Washington. Lui pouvait prétendre avoir accès à des secrets plus grands que nous n'en avons pas. Bien sûr, c'est un grand professionnel. À mes yeux, il a une grande crédibilité. Et le 7 novembre 1996, Pierre Salinger convoque la presse et fait une déclaration fracassante. Il y avait un test de missile par un navire américain, et c'est pourquoi cet avion a été tué par cet missile. Un missile de l'US Navy aurait donc abattu par erreur le vol TWA-800. Et c'est justement ce qui expliquerait les traces d'explosifs retrouvées dans l'appareil. L'hypothèse paraît fantaisiste, et pourtant, au fil des révélations, elle est devenue parfaitement crédible. La première de ces révélations vient de Washington. Au Capitole, Kelly O'Meara travaille comme chef de cabinet de Michael Forbes, le représentant de l'État de New York. L'homme politique lui a demandé d'enquêter sur le crash. Et très tôt dans son enquête, elle s'est procuré auprès du Pentagone un document troublant. Un telex qui prévient de possibles exercices à tir réel entre le 15 et le 21 juillet 1996. Ces manœuvres se sont déroulées dans la zone W105, une zone située à quelques kilomètres à peine du lieu du crash. J'étais incroyablement surprise. Je ne savais même pas que l'armée menait des exercices de tir au large de Long Island. Le Pentagone est embarrassé. Il doit reconnaître qu'un lance-missile, l'USS Normandie, était en exercice à 300 km au sud du lieu du crash. Seulement l'armée américaine ne dit pas toute la vérité. Finalement, je reçois une lettre du Pentagone qui dit « Eh bien oui, nous avions 3 sous-marins là-bas, qui étaient encore plus près que l'USS Normandie. » Forcément, ma réaction, ça a été « Ça ne vous a pas pris 6 mois pour savoir où étaient ces 3 sous-marins. Ils savent où sont nos sous-marins chaque seconde de la journée. » 3 sous-marins d'attaque participaient à ces manœuvres. L'armée avoue aussi qu'un P-3 Orion, un avion spécialisé dans le repérage radar, était présent ce soir-là et qu'il volait exactement à la verticale du Boeing. Pour autant, rien ne prouve que l'armée ait tiré un missile. Mais de très nombreux témoignages visuels vont semer le doute. À commencer par celui de Fred Meyer, le pilote d'hélicoptère. J'ai vu une traînée de lumière. Elle était de couleur rouge-orangé et elle tournait dans un mouvement circulaire vers ma gauche. Ils ont vu quelque chose. Et ils ont bien vu quelque chose qui venait de la mer, qui montait dans le ciel.
Ça va tout de suite nous interpeller, parce qu'évidemment, quelle lueur peut monter vers un avion avant une explosion? Olivier Royan creuse alors la piste du missile et il va découvrir un document stupéfiant. Il est publié dans Paris Match en novembre 1996. C'est une photo prise par hasard sur une plage de Long Island le soir du crash. Elle montre une forme qui ressemble étrangement à celle d'un missile. La thèse du missile était, j'allais dire, dans les airs, où la thèse du missile flottait depuis le 17 juillet. Et là, tout d'un coup, il y a un élément photographique qui vient empêcher d'évacuer cette thèse. Olivier Royan tient cette photo d'une habitante de Long Island, Linda Cabot. Le soir du drame, cette jeune femme participait à une soirée sur la plage. Elle s'est mise à faire des photos. Et alors elle a sorti son appareil et la première question que je lui ai posée, mais à quelle heure avez-vous commencé à faire des photos? Elle a dit que c'était quelques minutes, de l'ordre de 10 minutes avant qu'on ait entendu cette grande explosion. Elle les fait développer 24 heures après. Et au moment où elle regarde ces photos, son mari, Lance, est très intrigué par ce qu'il voit sur une des photos. Il voit une sorte de trace lumineuse. Il décide d'appeler le FBI. Et le FBI arrive 1h30 après. Ils regardent la photo, ils sont extrêmement dubitatifs. Ils lui laissent le tirage et puis ils prennent le négatif, ils prennent la pellicule, le négatif et ils partent. Linda Cabot ne reverra jamais le négatif de sa photographie. De mystérieuses manœuvres militaires, de nombreux témoignages et même une photo très troublante. Pour les autorités américaines, la situation est délicate. Les responsables de l'enquête vont alors tout faire pour contrer la théorie du missile. Le FBI a pris, disons, des prétextes fallacieux pour éliminer les témoignages les plus gênants, notamment celui de Mme Cabot, où ils ont prétexté à un moment donné qu'ils étaient au restaurant et donc ils avaient peut-être un peu plus bu que d'habitude et donc ils avaient pu confondre effectivement le fait que quelqu'un jette un cigare par la fenêtre ou d'un balcon avec un missile. J'adore cette photo. C'est Kallström, je crois, qui a dit que c'était un cigare que quelqu'un a jeté en l'air. On devrait lui remettre un prix pour celle-là. Non mais quelle idiotie, un cigare? Vous avez regardé cette photo? Est-ce que ça ressemble à un cigare? Aujourd'hui, les autorités américaines affirment que cette forme était en fait un avion, sans jamais parvenir à préciser de quel type d'appareil il aurait pu s'agir. Quant aux témoignages qui, comme celui de Fred Meyer, relatent une traînée lumineuse, Jim Kallström, là aussi, les néglige. Les témoins oculaires ne sont pas des preuves, ce ne sont que des pistes. Donc le fait que sur des centaines et des centaines de témoins, 2 ou 3 disent qu'ils ont vu quelque chose toucher l'avion, ça veut rien dire. En réalité, il ne s'agit pas de 2 ou 3 pistes isolées, mais bien de 258 témoins directs. Certains ont même transmis au FBI des dessins sans équivoque de ce qu'ils ont vu. Mais tout laisse à penser que dès le départ, ces hommes et ces femmes n'ont pas été pris au sérieux. Le FBI m'a traité comme si j'avais la peste. En effet, dans les jours qui suivent la catastrophe, Fred Meyer se rend dans les bureaux des agents fédéraux à Long Island. Ce témoin privilégié du crash y est reçu de manière plutôt surprenante. Finalement, ils ont décidé que ce serait un jeune stagiaire qui prendrait ma déposition. J'ai parlé à peu près 3 ou 4 minutes. Il n'a rien écrit. Il a dit « merci beaucoup », je me suis levé et je suis parti. Mais le dénigrement n'est pas la seule arme utilisée. Pour contrer l'hypothèse du missile, le FBI est prêt à aller beaucoup plus loin. Et certains vont en faire l'amère expérience. En particulier lors de cette conférence de presse. Ce jour-là, Jim Kallström va montrer à tout le monde qu'il a le pouvoir de faire taire ceux qui le dérangent. Ils étaient tous là, tous, sur la tribune. À cette occasion, Jim Kallström est notamment accompagné d'un haut gradé de la Navy, l'amiral Christensen.
Car le responsable du FBI a un but bien précis. Démentir toute implication des militaires dans la catastrophe. Rien. Rien de tout cela ne s'est produit, ne s'est jamais produit ou n'aurait pu se produire. C'est à ce moment précis que dans l'assistance, un homme se lève et pose une question. Il a dit « Pourquoi est-ce que la Navy participe à l'enquête alors qu'elle est un suspect potentiel ?» Là-dessus, Jim Kallstrom pointe son doigt sur cet homme et dit « Virez-le ». Deux gorilles sont alors sortis de nulle part et ont jeté cet homme de la salle. Ce type était membre du Parti socialiste. Et puis, il interrompait la conférence de presse. Il a été jeté dehors à cause de ce qu'il faisait et non pas à cause de ce qu'il disait. C'était une attitude complètement déplacée. Non mais où sommes-nous ici? Dans une espèce d'état fasciste au point que cet homme doit être jeté dehors parce qu'il pose une question qui n'est pas politiquement correcte. Après l'incident, l'amiral Christensen répond aux questions. Et là encore, l'armée américaine va publiquement nier la réalité. Y a-t-il déjà eu des exercices militaires à proximité de l'aéroport Kennedy? Pas à ma connaissance. Est-ce qu'un missile a été tiré depuis un croiseur le 17 juillet? Non, il n'y en a pas eu. Vous pouvez parler plus fort? J'ai dit, à ma connaissance, la Navy n'a jamais tiré de missile dans le périmètre des côtes de Long Island. Alors je lui ai demandé, est-ce que les radars à bord du Normandie ont enregistré quelque chose? Et Christensen me répond, oh non, non. Manifestement, l'amiral est embarrassé. Je lui ai posé la question à nouveau et il a répondu « Non, nous étions au beau milieu d'un exercice de panne de courant. » Mais la réponse ne convainc pas la journaliste. Elle réussit à se procurer un document. Le carnet de bord de l'USS Normandie. Par la suite, j'ai vérifié le carnet de bord du Normandie qui enregistre absolument tout ce qui se passe à bord. Et il n'y avait pas d'exercice de ce genre consigné sur ce carnet de bord. Christina Borgeson va découvrir à ses dépens les risques que l'on encourt à poser trop de questions. Quelques mois plus tard, elle s'associe à Kelly O'Meara pour réaliser un documentaire sur le crash. C'est à ce moment-là qu'Oliver Stone prend contact avec elle. En effet, le réalisateur de films à succès comme JFK ou Nixon s'intéresse de très près à cette histoire. Ils ont adoré notre projet. Les gens de la chaîne de télévision, Oliver Stone et ses collaborateurs ont adoré. Ils ont vu les documents qu'on avait, tous les documents qu'on avait, ils ont même insisté pour les voir. Le documentaire doit être diffusé sur ABC, une grande chaîne américaine, dans le cadre d'une nouvelle émission d'investigation. Mais certaines personnes vont en décider autrement. À la veille du début du tournage, Christina Borgeson et Kelly O'Meara se rendent à New York. Kelly et moi sommes arrivés à New York. On avait tous nos documents dans le coffre de la voiture. On avait nos ordinateurs portables. On avait les documents papier, nos caméras. On a tout laissé là et le lendemain matin, on redescend à la voiture. On ouvre le coffre avec la clé et mon ordinateur portable a disparu. Mes documents sur la TWA ont disparu. Mes clubs de golf sont là. Ma caméra est là. Tout ce qu'ils ont volé, c'est l'ordinateur et les documents. Alors ce n'est pas une coïncidence? J'ai été sidérée. Aucune enquête de police n'a jamais fourni d'explication sur cet étrange incident. Les deux femmes ne se laissent pas impressionner pour autant. Mais le lendemain, alors qu'elles s'apprêtent à filmer, leur téléphone se met à sonner. C'était les bureaux de la production en Californie qui nous appelaient et ils nous disent « Arrêtez, stop, rentrez, on arrête tout ». C'est incroyable de voir comment ils ont réagi dès qu'on a commencé à travailler. Ils ont tout arrêté. Ils nous ont arrêtés non seulement nous, mais le magazine en entier. Et ça uniquement à cause du documentaire.
Le reportage ne verra jamais le jour. Et plus aucun grand média ne se fera l'écho de la théorie du missile. Toutes les pistes criminelles sont écartées. Pour les autorités, il ne reste alors qu'une explication possible, la défaillance technique. Washington, 23 août 2000. Après avoir dépensé plus de 30 millions de dollars et presque entièrement reconstitué le Boeing, les experts rendent leur rapport final sur la catastrophe. Selon ce document de plus de 500 pages, le crash serait dû à l'explosion du réservoir central de l'avion, situé entre les deux ailes. Les vapeurs de kérosène qu'il contenait auraient explosé et entraîné la dislocation fatale de l'appareil. Ce jour-là, à Washington, les experts n'hésitent pas à afficher leur certitude. Ceci nous amène à la conclusion inévitable que la cause du crash du vol TWA 800 est l'explosion du kérosène à l'intérieur du réservoir central. La responsabilité de Boeing est engagée. Le constructeur est prié de modifier les réservoirs centraux de ces 747. Il est surtout condamné à verser des indemnités. Entre 1 million et 1,5 million de dollars pour chacune des 230 familles. Le crash serait donc dû à l'explosion des vapeurs de kérosène. Mais pour exploser, ces vapeurs avaient besoin d'une étincelle. Le problème, c'est que le rapport d'enquête n'est jamais parvenu à prouver avec certitude la provenance de cette étincelle. L'origine de l'explosion n'a pas pu être déterminée avec certitude. La cause est probable. Pendant très longtemps, et peut-être même aujourd'hui, ils ne peuvent dire de façon certaine qu'est-ce qui a amené le kérosène à s'enflammer. Ils peuvent toujours dire que c'était la cause probable de l'explosion. Je pense que ça leur laisse une porte de sortie. Et si un jour quelqu'un leur met sous le nez la preuve irréfutable qu'on a abattu cet avion, ils pourront dire « on avait dit probable, on n'a jamais dit certain ». Aujourd'hui, 8 ans après le drame, les familles des 230 victimes de cette catastrophe aérienne doivent encore se contenter de cette cause probable. Voilà, enquête Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, Fabrice Launay, Françoise Lannoy, avec nous donc sur le plateau toujours Michel Breistrov. Bonsoir, rebonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes le père de l'une des victimes. Et puis Christina Borgetson depuis New York. On l'a vu dans notre reportage, vos enquêtes sur le crash vous ont en quelque sorte coûté votre place dans l'une des plus grandes chaînes américaines suite à une plainte du FBI, c'est cela? Oui, je travaillais pour CBS. Je voudrais que l'on revienne sur le travail du réalisateur Oliver Stone qui avait l'intention de travailler avec vous sur cette affaire. Une soirée et un documentaire devaient en tout cas être développés sur la chaîne ABC et sur la thèse du missile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi véritablement ce documentaire n'a jamais pu être à l'antenne? Ah, ça c'est le grand mystère. Vous savez qu'avec une histoire aussi sensible que TWA 800, c'est vraiment pas une bonne idée de spéculer sur quoi que ce soit. D'accord, ok. En revanche, Oliver Stone, lui, aujourd'hui, vous savez qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir s'exprimer sur le sujet, puisqu'il aurait signé un contrat comme quoi il s'engageait à ne plus s'exprimer sur cette thèse de la TWA. Vous connaissiez cette information? Non, je ne savais pas. Alors, il vous a dit ça? Oui, effectivement. En tout cas, ces services nous ont fait communiquer comme quoi, effectivement, il ne pouvait plus s'exprimer puisqu'il avait signé un document attestant le fait qu'il ne pouvait plus parler ni communiquer sur la TWA. Michel Breistrov, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu seul aujourd'hui dans ce combat contre cette thèse de l'accident, en tout cas, qui a été retenue? Non, absolument pas. Parce que j'ai des amis américains qui ne sont pas engagés directement à titre personnel dans cette affaire, mais qui ont engagé leur carrière, tout comme Christina a pu le faire au début, et qui poursuivent les autorités américaines en leur posant des questions qui sont jugées très embarrassantes. Parce qu'en France, la majorité des familles de victimes ont cessé le combat. Le président français de l'Association des victimes d'accidents d'avion, dont la sœur était dans le vol TWA, lui accepte cette thèse retenue de l'accident. Elle est à ses yeux la plus crédible.
Ils ont été comme vous, on va dire, indemnisés. Pourquoi encore ce combat? Je voudrais vous le dire aussi à propos d'indemnisation, monsieur, qu'ils nous ont fait signer des documents qui sont des vrais... C'est scandaleux d'avoir osé demander aux familles de s'engager de cette façon-là. Ils vous ont demandé quoi? De ne pas divulguer le chiffre de l'indemnisation, c'est cela? Non, non, pas du tout. De s'engager à n'attaquer personne, connu ou inconnu, aujourd'hui ou dans l'avenir, à propos de cette affaire. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on a demandé à Oliver Stone. C'est-à-dire qu'en gros, en acceptant la transaction, on abandonne tout droit de dire quoi que ce soit. Alors vous continuez votre combat, vous continuez vos poursuites, notamment du côté américain. Oui. On va en parler. Christina Borgensen, en tout cas, l'un des responsables du bureau d'enquête vous aurait tenu ce discours comme quoi, effectivement, lui-même reconnaissait que la thèse retenue n'était pas la bonne et que, on va dire, le FBI, par exemple, aurait fait pression sur le bureau enquête accident. Comme je disais, l'enquêteur pour le National Transportation Safety Board, peut-être quand il prend sa retraite, il dira à tout le monde ce qui est vraiment passé, parce que ce qu'il m'a dit off the record, je ne peux pas vous dire tous et je ne peux pas vous donner son nom. Non, mais enfin, vous pouvez peut-être revenir un petit peu. Il a dit qu'il n'y avait pas de dommages dans le réservoir central où ils ont dit officiellement qu'il y avait une grande explosion. Lui, il dit qu'il n'y avait pas de dommages causés par une grande chaleur. Il a aussi dit qu'il y avait une analyse de blessures sur la victime et où ils étaient positionnés dans l'avion et que ça démontre pas une explosion dans une place seulement comme le réservoir, ça démontre une grande explosion à grande pression. Michel Breistroff, on l'a vu, l'administration américaine a investi des millions de dollars. Il y a eu effectivement près de 15 000 pages de rapports, des expertises. Quels sont les éléments qui, vous, en tout cas, font que votre opinion n'est pas celle de la thèse de l'accident? Moi, je demande avec mes amis américains des comptes au FBI. Vous imaginez que le NTSB, c'est un organisme fédéral. Qui est le bureau d'enquête accident américain qui a enquêté sur ça. Qui a plein pouvoir dans tout accident, quel qu'il soit, et qui s'est trouvé en 2 jours de temps coiffé par des services secrets, et qui n'a à partir de là plus rien eu à dire. Vous voyez... qui a rendu son rapport tout de même. Oui, qui a rendu un rapport complètement tronqué, et dans lequel... Vous ne pouvez pas dire complètement tronqué, mais est-ce que je comprends votre douleur et votre combat, mais tronqué en quoi? Tronqué dans la mesure où dans ce rapport, il n'avait jamais fait état des témoins oculaires, qui étaient à l'origine au nombre de plus de 700, qu'on a réduit à environ 250, qui étaient certains plus que crédibles, qui étaient indiscutables. On n'a pas tenu compte de ça. Dans aucun point du rapport, on ne parle des témoins oculaires. Donc vous pensez qu'il s'est passé quoi ce jour-là? Je pense qu'il y a eu un événement extérieur qui a détruit cet avion. Voilà. Un événement extérieur qui pourrait être, entre autres, un missile? Qui pourrait être, entre autres, un missile. Je vous signale qu'aujourd'hui, ayant poursuivi le FBI pour communication de documents, nous savons que 89 des corps des victimes ont présenté à l'autopsie des impacts de petites boulettes de titanium, zirconium, etc. Et ces rapports d'autopsie ne sont pas dans le rapport d'enquête? Non. Nous les demandons au FBI, qui prétend depuis 5 ans qu'il ne sait pas où il les a mis, monsieur. Il ne sait pas où il les a mis, alors que nous avons des copies de ce rapport. Et qui vient récemment de répondre au mois de décembre, on refuse de vous donner les documents. Monsieur Breistroff, qu'est-ce que démontreraient ces autopsies dont vous venez de nous parler, ces éléments? Quand vous trouvez des éléments qui n'existent pas dans un Boeing 747, il y a eu des analyses de laboratoire qui ont été faites. Quand vous trouvez des boulettes de 3 mm de mélange de zirconium, de titanium, de choses comme ça, qui sont des constituants de missiles dans des corps, on ne peut quand même pas dire que c'est un réservoir central qui a explosé. Bien sûr, il a explosé. Michel Breistroff, vous venez nous parler effectivement de ce que vous tentez de faire effectivement aux États-Unis. En France, le bureau enquête accident a été observateur des travaux effectués par le bureau américain. Oui, ils sont seulement observateurs. Non, mais ils sont allés aux États-Unis, ils ont participé un peu à des recherches, ils ont aussi participé aux conclusions du NTSB. Voilà, et eux ont conclu effectivement à cette thèse de l'accident. Ils n'ont pas vu autre chose qu'un accident. Je pense que la France a mis beaucoup de moyens pour que cette affaire ne soit pas un sujet de discorde entre la France et les États-Unis. Christina Borgensen, vous espérez quoi comme nouveaux éléments? Est-ce que de nouveaux éléments pourraient intervenir ou en fait cette affaire du côté américain ne pourra rebondir que vraiment dans des années? La chose que j'espère le plus, c'est que
l'enquête de TW800 ne sera pas comme l'enquête de l'assassinat de Kennedy, parce que vraiment ici, l'évidence existe et c'est clair. Christina Borgenson, une dernière question. Vous comprenez qu'on puisse toujours avoir des doutes tout de même sur cette théorie permanente du complot dans ce type d'affaires? Oui, la seule chose que moi je pose, parce que j'ai fait l'enquête, et ce que je peux prouver est qu'il y avait un cover-up du gouvernement. Le gouvernement a caché l'évidence du public et qu'il y avait des explosifs qui faisaient partie de cet événement. Merci en tout cas, Christina Borgenson. C'est extrêmement difficile même à trouver ça. Merci beaucoup. Merci à vous depuis New York de nous avoir apporté vos explications. Merci à vous, Michel Breistrhoff. Bon courage, bien évidemment, dans ce combat qui est le vôtre aujourd'hui. Parfois, vous n'avez pas plutôt envie d'abandonner, comme beaucoup de familles de victimes l'ont fait, en acceptant cette thèse et en tentant de vivre, non pas toujours sur ce passé, même si effectivement il est dramatique. Je n'abandonnerai jamais parce que j'ai une conviction forte. Je sais aussi que des journalistes s'honorent de prendre des positions comme celles que vous prenez, parce que des gens comme Christina... On constate en tout cas qu'effectivement il y a des éléments troublants. Mais des gens comme Christina Borgerson ont perdu leur carrière, Kelly O'Meara a perdu sa carrière, d'autres personnes ont été menacées. Vous entendez quelqu'un du NTSB qui ose dire « je ne peux pas parler de peur de perdre ma retraite », parce que c'est comme ça qu'ils font, on supprime la retraite. Et puis aussi parce que le jour où je saurai ce qui s'est passé, je me vengerai, monsieur. C'est-à-dire? Je choisirai un responsable et je m'en occuperai personnellement. On sent bien que votre combat est beaucoup plus... dépasse la raison quand vous dites ça. Tout à fait, bien sûr. Mais j'ai perdu la raison en perdant mon fils. C'est pas acceptable. En tout cas, merci d'être venu. On sera, nous, contentés, en revanche, de revenir sur les faits qui sont effectivement troublants. Merci à vous deux. La principale, en tout cas, leçon de cette affaire, est que dans ce type d'accident, la transparence est la meilleure des solutions. Elle permet d'éviter de semer le doute et donc d'alimenter d'autres thèses. Mais les enjeux économiques, politiques et financiers ont bien souvent, on le sait, une opinion bien différente. Merci à tous les deux.